Madame, Monsieur, bonsoir. Donc, comme chaque mercredi, aujourd'hui, nous avons sur le plateau avec nous Monsieur Ahmed Lahdim, qui est avocat au barreau de Bruxelles. Ahmed Lahdim, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et merci d'accepter aussi notre invitation et merci aussi pour tout ce que vous partagez justement avec les citoyennes et les citoyens en informations utiles justement pour le quotidien de tous les jours, ce qui n'est pas facile. Donc les gens cherchent parfois des informations et ils ne trouvent pas vraiment, et surtout dans des matières comme celui qu'on va traiter aujourd'hui, à savoir le divorce. Voilà. C'est un travail de communication qui se fait et souvent on dit en fait qu'il vaut mieux voir un avocat avant qu'après. Tout à fait. Et puis je pense que vous travaillez beaucoup maintenant sur ces dossiers de divorce. Oui, voilà, c'est une matière qui, en matière de contentieux, donc représente des dossiers qui sont un nombre très important au niveau des dossiers judiciaires au tribunal de première instance de Bruxelles, même en cour d'appel. Donc ce sont des dossiers assez importants. Et donc, vous m'avez dit tout à l'heure dans les coulisses qu'il y a plus ou moins 5 sur 3 ou 3 sur 5. Oui, donc en fait, il y a la quantité de divorces, le pourcentage de divorces sur le nombre de mariages est assez important. Donc on arrive à des nombres de 2 à 3 sur 5. Donc effectivement, ce sont des nombres assez impressionnants. Donc il y a une évolution un peu par rapport à avant, donc par rapport à une évolution justement qui n'est pas vraiment adéquate par rapport à l'institution du mariage, etc. Mais pas. Bon, donc c'est la vie. Donc, mais il y a des changements peut-être de la mentalité. Les gens ils vont aller rapidement au divorce. Oui, il y a de la médiation. Disons que c'est la société de consommation. Vous savez, du temps de nos parents, on était dans une atmosphère qui était assez différente. Oui. Le couple représentait une valeur qui était différente, une valeur qui était, à mon sens, plus sacrée aujourd'hui. On vit dans une société un petit peu de consommation où finalement, lorsque l'autre ne convient plus, on décide de se séparer assez rapidement. Et donc, la patience et la persévérance est moins importante que dans le temps. En tout cas, c'est mon impression personnelle. Mais qui sont souvent en fait les raisons de ces conflits qui amènent vers le divorce? De mon expérience personnelle, je peux vous dire que les raisons qui reviennent le plus souvent sont des questions financières. Et c'est malheureux on se sépare pour des questions d'argent. Donc, par exemple, monsieur refuse de participer pour moitié au paiement du loyer parce qu'il estime qu'il paye suffisamment de charges au niveau, par exemple, de la nourriture, ou alors pour des questions, par exemple, de famille aussi souvent, pour des personnes qui sont, par exemple, d'origine nord-africaine. On a souvent des problèmes de famille qui interviennent, où j'ai eu, par exemple, un cas où un monsieur est venu me voir en me disant qu'il souhaitait se séparer de sa femme parce que sa femme lui interdisait à sa mère qui est au Maroc de venir lui rendre visite pour une durée d'un mois, donc pour un court séjour. Et donc, suite à ça, évidemment, il y a des conflits qui commencent et puis voilà, on se retrouve dans une situation de séparation. C'est malheureux, mais effectivement, c'est le cas du quotidien. Et alors, pour des faits de violence, et voilà, donc ça arrive assez souvent, mais fort heureusement, les personnes qui sont victimes de violences s'adressent beaucoup plus facilement à la police et aux différentes institutions pour se plaindre. Mais essentiellement, pour répondre à votre question, on est confronté à des divorces ou des séparations qui sont la conséquence d'une mésentente au niveau financier. On dit aussi qu'il y a plus ou moins 40% de familles monoparentales, en fait, ici, au niveau de Bruxelles seulement. Donc, c'est vraiment explosif. Les familles recomposées, effectivement. Donc, des femmes toutes seules avec 2, 3, 4 gosses parfois qui n'arrivent pas, en fait, à subvenir aux besoins de leur famille, etc. Oui, donc, tout à fait. Ça crée de la précarité, ça crée des problèmes sociaux. Ça crée de la précarité. Et puis, souvent, ce qu'on constate, en fait, moi, j'avais une anecdote assez intéressante. C'est qu'un jour, j'étais à la justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean. Et alors, il y a un homme qui est sorti de la salle d'audience en criant « Oui, elle se sépare pour le CPS ». Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en fait que si madame, qui est à charge de monsieur, se sépare, à ce moment-là, elle va pouvoir bénéficier des allocations CPS. Des allocations du CPS, et donc c'est des CPS comme isolés avec personne à charge, donc on arrive à des montants qui ne sont pas négligeables. Oui. Et voilà, donc avant, on parlait de l'époque de nos parents, il y avait cette dépendance financière. Donc madame dépendait de monsieur, donc il y avait moins d'enthousiasme à se séparer ou à divorcer, parce que madame se retrouvait sur le carreau. Mais maintenant, les choses sont un petit peu différentes, puisqu'il y a le CPS qui peut intervenir, et alors madame va pouvoir bénéficier d'une allocation, et donc effectivement,
ceci peut pousser certaines situations de séparation. Oui. Tout ça est triste, bien sûr, mais bon, nous allons essayer aujourd'hui d'expliquer en tout cas à nos auditrices et auditeurs les procédures à suivre quand il s'agit en fait de demander un divorce. Donc en cas de conflit entre époux, que peut faire le tribunal de la famille ? Voilà, donc la première chose qui est à envisager, évidemment, moi je pousse toujours les personnes à envisager une résolution amiable de leur conflit. Donc à partir du moment où il y a un conflit, le mieux c'est de se mettre d'accord sur la question de l'hébergement des enfants, sur la question des résidences des époux. Et alors lorsqu'on s'adresse à un juge, il y a une nouvelle loi qui est la loi qui va régler en fait le tribunal de la famille. Et donc cette loi va faire en sorte que le juge va proposer aux parties de s'adresser à un juge conciliateur. Oui, une chambre de règlement amiable. Et là, devant le juge, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le juge va proposer en fait une solution que les parties elles-mêmes vont trouver par elles-mêmes. Par exemple, j'étais ce matin devant une chambre de règlement amiable, et alors monsieur était d'accord pour partir de la maison, du domicile conjugal pour une certaine date. Ils se sont mis d'accord également sur la question de l'hébergement des enfants, sur la question financière. Souvent ça pose difficulté, et donc le juge peut dire sur cette question-là vous n'êtes pas d'accord, donc je parle de la pension alimentaire pour les enfants, et donc ce sera le juge qui va trancher. Qui décidera, oui. Voilà, exactement. Donc lorsque par exemple il y a un conflit au sein de la famille, madame ou monsieur peut s'adresser au juge en demandant 3 choses essentiellement. Les résidences séparées, parce qu'il faut bien que les parties se séparent, okay, elles ne s'entendent plus. Deuxième chose, la question de l'hébergement des enfants, où vont vivre les enfants. Généralement, lorsqu'ils ont en dessous de 5-6 ans, c'est toujours l'hébergement principal chez madame et l'hébergement subsidiaire ou accessoire chez monsieur. Donc, après cet âge-là, l'âge de la raison, on va dire, à ce moment-là, on passe dans un principe qui est un principe de la loi, qui veut que ce soit l'hébergement égalitaire. Donc, 1 semaine chez madame et 1 semaine chez monsieur. Donc, c'est un hébergement qui est égalitaire alterné. Troisième chose, la question de la pension alimentaire, on appelle ça la contribution alimentaire pour les enfants. Et donc la question, l'argent c'est toujours évidemment le nerf de la guerre. Pour la question alimentaire vis-à-vis des enfants, on va analyser la situation financière des parties. On va dire, est-ce que monsieur travaille? Quels sont ses revenus? Quelles sont ses charges? Les enfants, quel est le budget des enfants? Qu'est-ce que coûtent les enfants? Et en fonction de tout cela, le juge va fixer un montant pour la pension alimentaire qui sera fixé. On va essayer de détailler en tout cas tous ces points-là pour que ce soit encore plus explicite et plus éducatif aussi par rapport aux personnes qui nous suivent. En fait, une autre question très importante, comment demander le divorce? Il y a 3 possibilités pour le divorce. Donc, soit on est d'accord sur le principe du divorce et sur la question alimentaire et les questions d'hébergement par rapport aux enfants. Donc, alors, on passe à ce qu'on appelle, qui est connu de tous, le divorce à l'amiable. Consentement mutuel, exactement. Et donc, en fait, les parties vont coucher par écrit dans des conventions de divorce leur accord, donc concernant les résidences pendant la procédure de divorce, concernant le divorce lui-même, évidemment, ça va de soi. Donc, sur la question de leur accord pour divorcer, concernant la pension alimentaire pour les enfants, l'hébergement des enfants et éventuellement une pension alimentaire qui sera due entre époux. Je profite de cette occasion pour un petit peu détailler la question de la pension alimentaire entre époux. On appelle ça le secours alimentaire. Par exemple, je prenais l'exemple tout à l'heure de ce monsieur qui sort de la salle d'audience en disant que madame veut se séparer uniquement pour toucher son CPS. Pour compléter cette information, en réalité, lorsque madame va s'adresser au CPS, qu'est-ce que va lui dire le CPS? Il va lui dire, mais écoutez madame, vous êtes à charge de monsieur, donc nous, on peut vous aider évidemment, mais il faut d'abord introduire une procédure de secours alimentaire vis-à-vis de monsieur. Si monsieur gagne par exemple 10 000 euros, travaille dans les institutions européennes, il gagne 10 000 euros par mois, c'est un exemple que je prends, et le CPS va dire, mais il faut d'abord que monsieur
puisse vous contribuer, puisse remplir son obligation de secours alimentaire. Et à ce moment-là, nous interviendrons par la suite. En réalité, ce qui va se passer, c'est que si madame parvient à obtenir une pension alimentaire à charge de monsieur, eh bien, elle recevra un avis négatif du CPS. C'est pas tout à fait. En fait, le montant de la pension, du secours alimentaire qui sera attribué à madame sera en fait reversé au CPS. C'est le CPS qui va récupérer ce montant-là. Et madame, en fait, n'aura pas un supplément à son CPS, n'aura pas son CPS plus, mettons, 500 € de secours alimentaire. Ça, c'est pour madame, mais pour les enfants, évidemment, c'est l'argent pour les enfants, ça, on n'en discute pas. Mais on dit souvent que la solidarité familiale est prioritaire par rapport à la solidarité collective. Et dans beaucoup de dossiers, ce qu'on a en réalité, ce sont des situations où monsieur travaille, par exemple, mais à un salaire qui est relativement moyen, de 1 500 € par exemple, aux alentours de 1 500 €. Il a un loyer de 700 €, il a des charges en matière de consommation d'énergie, etc. Et le juge va dire, écoutez, on ne va pas condamner monsieur à vous payer un secours alimentaire parce que monsieur arrive tout juste à joindre les deux bouts. Mais par contre, monsieur sera condamné évidemment à payer une pension alimentaire pour les enfants. Ok, donc on a le premier point, donc la demande de divorce, donc par consentement mutuel, et il faut passer par un avocat pour ça. Voilà, effectivement. L'avocat est une obligation. Oui, l'avocat va rédiger les conventions de divorce que les parties vont signer et ensuite elles seront déposées auprès du tribunal. Et puis alors, il y a encore une autre option que... Oui, il y a deux options deuxième en option, réalité. oui. En fait, il y a le divorce pour cause de séparation depuis plus qu'une année. Donc, qu'est-ce que c'est le divorce pour séparation depuis plus qu'une année? À partir du moment où les parties ont des adresses séparées, ont des résidences séparées depuis plus qu'une année, donc, ou parviennent à prouver qu'elles sont séparées depuis plus qu'une année, à ce moment-là, le divorce sera prononcé automatiquement par le juge. Séparation de domicile? Séparation de domicile, exactement. Donc, le juge, mais il faut le demander au juge. Donc, à partir du moment où les parties le demandent au juge, le juge va leur accorder le divorce, même si l'un des deux époux refuse. Si l'un des deux époux bloque, à ce moment-là, le juge va reporter l'affaire pour atteindre le délai d'une année de séparation. Donc, mais il faut toujours qu'il y ait cette année de séparation. Si je comprends bien, si un couple se sépare plus d'un an et que ce couple a des domiciles différents, par exemple un qui habite Molenbeek, l'autre qui habite par exemple Bruxelles, donc si un des deux demande le divorce, il peut obtenir le divorce. Oui, il l'obtiendra, effectivement. Okay. Il doit juste joindre le registre national par lequel il ressort que monsieur a une adresse séparée de madame. À ce moment-là, le divorce sera prononcé automatiquement par le juge. Même si la partie adverse, donc si l'autre fait Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas cette information, parce qu'il y a beaucoup qui font aussi ces séparations justement pour bénéficier des allocations, etc. Donc ça peut être quelque part un fait néfaste, justement pour le couple qui ne désire pas vraiment se séparer, mais seulement qui le fait comme stratégie parfois pour les allocations. Oui, effectivement, parce qu'à un moment donné, effectivement, l'administration, donc le CPS en l'occurrence, peut dire à madame ou à monsieur, maintenant il faut prendre une décision, donc, parce que vous êtes séparés depuis plus qu'une année, il faut introduire la procédure de divorce, effectivement. Et donc, il va falloir que l'un des deux introduise la procédure pour que le divorce soit prononcé. Et la troisième possibilité de divorce, comme je l'ai évoqué, c'est une procédure qui est moins utilisée dans la pratique, qui est un fait, donc, qui va rendre la désunion irrémédiable entre les parties. On ne parle pas de faute avant. Dans l'ancienne législation, on parlait d'une faute. Il fallait que madame ou monsieur prouve la faute de l'autre pour pouvoir divorcer. Ici, on ne parle pas de faute. On parle d'un fait qui va rendre la vie du couple impossible. Par exemple? Par exemple, ça peut être des faits de violence. Si madame parvient à apporter au juge des attestations médicales et des plaintes qu'elle a déposées à la police pour des faits de coups et blessures, le juge, normalement, va lui accorder son divorce. Il ne va pas dire, mais madame, écoutez, je pense qu'il y a moyen de continuer avec monsieur. En fait, c'est ça le raisonnement. Si il y a un fait qui est un fait éloquent, qui va manifestement rendre la poursuite de la vie commune impossible, à ce moment-là, le juge va prononcer le divorce sur base de cette désunion irrémédiable. Ce sont des faits de violence, ça peut être des faits de harcèlement, si on a le couple est séparé par exemple, et monsieur harcèle madame, des appels téléphoniques incessants, des messages sur Facebook qui n'arrêtent pas, etc. Et donc madame va devoir prouver
ce fait-là, parce que ici, la charge de la preuve lui revient. Elle doit prouver que c'est plus possible de continuer avec son partenaire, enfin son époux. Et donc, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai parlé des faits de violence, ça peut être des faits d'infidélité. Oui, aussi, effectivement, qu'il va falloir démontrer. Mais ce sont des faits qui doivent être démontrés par des pièces. Exactement, tout à fait, par des pièces, par des preuves, comme vous dites très bien. Autrement, ce n'est pas sur base de la parole uniquement. De la parole, oui. Madame ne va pas pouvoir dire, écoutez, je suis séparé depuis 6 mois, par exemple, de monsieur, et je ne peux plus le supporter. Je ne peux plus le voir en peinture. Et donc, je veux divorcer. Ce ne sera pas retenu. Il y a une question qui revient souvent pour les personnes en fait, qui se marient sur base en fait, d'un regroupement familial et qui éventuellement ne terminent pas, je pense, la période de 3 ans de cohabitation et qui parfois n'arrivent pas justement à faire ce genre de déclaration par crainte de ne pas obtenir en fait, le titre de séjour définitif. C'est ça. Et alors, malgré qu'il y a violence, malgré qu'il y a des faits et des preuves, la personne ne va pas aller voir la police, etc., ne va pas aller voir un avocat. Oui, c'est ça. Donc en fait, on est dans le fameux croisement entre le droit familial et le droit des étrangers. Oui. Parce que chacun sait maintenant que lorsqu'on obtient un titre de séjour sur base du regroupement familial dans le cadre d'un mariage, d'une cohabitation légale par exemple, il y a une certaine durée, un délai d'épreuve en fait. Et pendant ce délai qui est un délai de 3 ans, si la personne travaille, si la personne ne travaille pas, c'est 5 ans, pendant ce délai de 3 ans, si les parties divorcent ou si se séparent, à ce moment-là, on peut retirer le titre de séjour en disant on vous a donné ce titre de séjour sur base du mariage, de la cohabitation légale, on constate que vous n'êtes plus avec madame, vous n'êtes plus avec monsieur, donc on vous retire ce titre de séjour. La seule exception, c'est la question de la violence. Parce qu'on ne va pas dire à madame, par exemple, souvent c'est les dames qui sont dans ce genre de situation, vous êtes certes victime de violence, mais on vous retire quand même votre titre de séjour. Donc ça, la loi a pensé à ce cas de figure. Donc on va pouvoir maintenir madame dans son titre de séjour, mais on va lui demander une condition supplémentaire qui est la condition du travail. Donc on va demander à madame un contrat de travail, donc la preuve qu'elle exerce une activité professionnelle. Et ensuite, elle va pouvoir garder son titre de séjour. Mais effectivement, comme vous le soulevez très bien, pendant cette durée-là, on a j'ai un cas par exemple maintenant où monsieur, moi je défends madame, monsieur fait le mort. Il a pris une adresse séparée et donc madame souhaiterait divorcer. On est toujours dans ce délai d'épreuve et donc j'envoie des courriers à monsieur, il n'y a pas de réponse. Donc monsieur fait le mort, il ne va pas dire à madame qu'il ne veut pas divorcer pour ne pas la brusquer, mais il ne va pas lui dire qu'il veut divorcer non plus. Vous voyez, donc il y a une situation comme ceci de stand-by. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, justement? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, madame est obligée d'attendre le délai d'1 année de séparation, ou bien doit invoquer un motif qui va pouvoir emporter la conviction du juge pour le divorce. Comme je l'ai expliqué, un fait qui est de nature à faire dire au juge, écoutez, il n'y a plus d'union possible. Et ici, on va effectivement opter pour cette option-là, dans la mesure où on va introduire une procédure de divorce en disant que monsieur a quitté le domicile conjugal, qui ne participe plus aux charges du ménage, aux charges du foyer, et donc madame a perdu confiance en lui. Et donc de ce fait-là, elle ne peut plus continuer dans une union de mariage, elle ne peut plus continuer à poursuivre avec les... Et donc le divorce sera demandé sur cette base-là. Au cas de divorce, d'une manière générale, on choisit de travailler ce genre de dossier avec un médiateur, avec un avocat ou avec un notaire ou avec les trois. Oui, on peut effectivement travailler avec les trois. Le rôle de chacun est très important. Le rôle de chacun est important. Je veux dire, ici, en l'occurrence, comme on l'a abordé en début d'interview, il y a effectivement les chambres de règlement amiable qui sont possibles. Donc en fait, on est dans le cadre de la résolution amiable des conflits. C'est toujours mieux. Pourquoi est-ce que c'est à privilégier? Parce que souvent, quand on a une famille, donc un couple avec des enfants, il vaut mieux que la séparation se fasse dans de bonnes conditions. Puisque, surtout lorsque les enfants sont en bas âge, c'est ce que je dis souvent à mes clients, je leur dis, écoutez, vous allez être en contact avec madame ou en contact avec monsieur au minimum jusqu'à ce que les enfants aient l'âge de 18 ans. Donc il vaut mieux que les choses se passent bien et de manière intelligente, de manière négociée et à l'amiable. C'est mieux.
puisque c'est dans votre intérêt à vous, parce que vous allez être épuisé psychologiquement, vous allez être épuisé, c'est également dans l'intérêt des enfants. Parce que les enfants vont grandir dans une atmosphère, risquent de grandir dans une atmosphère de conflit. Ça, c'est pas bon pour leur scolarité, pour leur équilibre personnel, etc. C'est pas bon. Donc, en fait, on privilégie... l'avocat peut intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle des conclusions d'accord. Donc, lorsqu'il y a un accord entre les parties, on peut très bien coucher ça dans un acte de procédé qu'on appelle des conclusions, donc c'est l'accord des parties, sur la question de l'hébergement des enfants, sur la question de la pension alimentaire, s'il y a d'autres questions à aborder comme le secours alimentaire, donc pension alimentaire entre époux, et donc les parties vont signer. Et donc ça, évidemment, c'est une grande fierté pour nous en tant qu'avocats d'arriver à ces accords-là. Moi, lorsque j'ai un accord, j'ai l'envie parfois de l'accrocher à mon cabinet, parce que c'est une fierté. On est arrivé, c'est pas facile d'obtenir un accord quand il y a des enfants et quand le conflit est encore très chaud. Et donc, lorsqu'on a un accord, on le présente au juge. Le juge va analyser la situation après avoir recueilli l'avis du parquet et donc va entériner l'accord s'il n'est pas contraire à l'intérêt des enfants. Donc ça, c'est lorsque l'avocat va faire cette démarche-là. Il y a également les chambres de règlement amiable. Il s'agit d'un juge qui est spécialement formé à cet effet et le juge va essayer de dégager un accord entre les parties. Essayer de pousser les parties à trouver un accord, essayer d'arriver à un terrain d'entente. Il le fait sur plusieurs rencontres ou... Il peut le faire sur une audience. Il peut le faire sur une audience. Donc sur une audience, on a un accord qui est dégagé, généralement c'est sur une audience, et donc le juge va faire imprimer cet accord, les parties vont signer, et l'accord il est définitif. Vous voyez, donc ça c'est toujours mieux, il faut toujours mieux effectivement essayer d'envisager une solution négociée. Malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas de discussion qui est possible, parce que le conflit est trop important. Dire se quitter de manière intelligente, il faut généralement un certain niveau intellectuel, en se disant, en prenant du recul, en se disant, ça ne sert à rien en réalité. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, effectivement, parce que souvent, les enfants sont utilisés comme objet de chantage, et voilà, donc ça c'est parce qu'il y a des antécédents, il y a des non-dits, etc., et puis voilà, ça débouche parfois sur des situations assez dramatiques. Qu'en est-il de la pension alimentaire? Il y a la pension alimentaire pour les enfants, une autre pension alimentaire pour les partenaires. Quelle est la différence entre les deux? Voilà, donc en fait, lorsqu'une pension alimentaire est sollicitée par madame, généralement c'est par madame, parfois par monsieur, mais c'est assez rare, mais généralement par madame qui demande une pension alimentaire. Il y a une pension alimentaire pendant la durée du mariage. Donc pendant la procédure de séparation, madame va dire, écoutez, je n'ai pas de revenus, ou mes revenus sont largement inférieurs à ceux de monsieur, et donc va pouvoir demander une pension alimentaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et ça, c'est pendant la procédure de mariage, lorsque les parties sont toujours mariées. Et ensuite, on a une pension alimentaire, ce qu'on appelle la pension alimentaire après divorce, qui ne peut jamais dépasser la durée du mariage. Donc, les parties ne peuvent pas être mariées pendant 1 an, et madame bénéficier d'une pension alimentaire après divorce pendant 20 ans. Donc ça ne peut jamais dépasser la durée du divorce. Donc on va tenir compte de la situation financière des parties et finalement voir à la fin ce qui reste pour pouvoir accorder ou non une pension alimentaire. Concernant la question de la contribution alimentaire, ça c'est pour les enfants. Et donc la contribution alimentaire, on tiendra compte du budget des enfants, ce que coûtent les enfants. Et donc effectivement, moi je me souviens un jour j'étais à une audience en justice de paix, il y a quelque temps maintenant, et monsieur, j'intervenais pour madame, et monsieur disait au juge, il dit écoutez, j'arrive pas, ça va me coûter cher ça. Et le juge lui a dit, écoutez, une séparation ça coûte cher monsieur. Et c'est pas faux, une séparation ça coûte cher, surtout pour monsieur, parce que monsieur va devoir payer une pension alimentaire pour les enfants, il va devoir se reloger, donc payer un loyer. Et donc, même s'il sait fiscalement déduire le montant de la pension alimentaire. Et si monsieur n'a rien? C'est une très très bonne question que vous posez. Aucun revenu, parce que ça arrive souvent. Oui. C'est une très bonne question que vous posez, puisque effectivement, si monsieur n'a rien, et ce sont des cas qui se présentent parfois, tout à fait. À ce moment-là, monsieur sera quand même condamné. Parce que même à un montant qui est symbolique, mais il sera quand même condamné à payer une pension alimentaire. Parce qu'on ne peut pas concevoir que monsieur ne soit pas condamné à payer une quelconque pension alimentaire, soit condamné à payer 0 € de pension alimentaire. Et donc, en fait, concrètement, comment ça se passe? C'est que
si monsieur est condamné à payer une pension alimentaire, admettons, de 100 €, en fait, et il ne paye pas cette pension alimentaire, alors madame peut s'adresser à un huissier de justice pour que l'huissier de justice fasse signifier le jugement qui condamne monsieur à payer cette contribution alimentaire, donc fasse une saisie sur son salaire s'il a un salaire, s'il n'a pas de salaire sur ses biens, et s'il n'a rien du tout, à ce moment-là, madame va pouvoir s'adresser à une administration qu'on appelle le service des créances alimentaires, le SECAL, et donc le service des créances alimentaires va pouvoir payer à madame ce montant-là. Ça nécessite certaines conditions, évidemment, et ensuite se retourner par la suite contre monsieur. Donc ça, c'est un service qui existe et qui est à la disposition des personnes, des créanciers alimentaires dont le débiteur d'aliments ne paye pas la pension alimentaire. Mais comment notifier un jugement pour quelqu'un qui n'a aucun revenu? Quand je parle de quelqu'un qui n'a aucun revenu, quelqu'un qui n'a pas de CPS, qui n'a pas de chômage, qui n'a pas de travail, rien. Oui. Parce que je rencontre, moi, ces situations. Encore hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui n'a vraiment strictement rien. Vous parlez de cette personne qui n'arrive pas à payer le montant de salaire. Qui n'a pas d'argent, il n'a pas de salaire, il n'a pas de rentrée. Donc comment un tribunal peut éventuellement, pourrait juger... Mais c'est très simple. C'est que, vous savez, on va demander à monsieur, vous n'avez pas de revenus, ou vous prétendez que vous n'avez pas de revenus. Où logez-vous? Ah, je loge, par exemple, à tel endroit, etc. Vous avez un contrat de bail, comment est-ce que vous payez votre loyer, monsieur? Ici, il n'y a pas de contrat de bail, ici, la personne habite chez un ami. Il y a des situations très précaires comme ça où la personne n'a vraiment rien. Généralement, c'est pendant une période transitoire. Généralement, c'est pendant une certaine période, si monsieur est à séjour régulier sur le territoire, généralement, c'est lorsque monsieur n'a absolument rien du tout, c'est pendant une période, en attendant de pouvoir bénéficier du CPS. Mais c'est jamais de manière déterminée. En tout cas, par mon expérience, c'est jamais pendant une période qui est une période très longue. Sauf si monsieur prétend qu'il n'a pas de revenus, mais il doit bien vivre, monsieur. Donc, comment est-ce qu'il paye son loyer, comment est-ce qu'il mange, etc., comment est-ce qu'il s'alimente, donc, il doit avoir des revenus. Et s'il a des revenus, c'est des revenus manifestement qui sont occultes, donc qui ne sont pas déclarés. Parfois des situations qui sont vraiment très, très, très délicates par rapport à cette question de pension alimentaire. Il y a vraiment des gens qui nous consultent et qui nous demandent parfois notre avis par rapport à ce genre de dossier et que vraiment n'ont aucun revenu. J'ai vu, encore hier, j'ai vu quelqu'un qui n'a aucun revenu. Mais c'est intéressant. Non, vraiment rien. Et moi-même, j'étais étonné, en fait. Rien. Mais bon, ce sont peut-être des cas qu'on ne voit pas toujours, mais ils existent, en fait. La question de l'autorité parentale. Quelle est la définition générale de l'autorité parentale, en fait? Voilà, donc l'autorité parentale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, en fait, généralement on dit que l'autorité parentale est conjointe. Ça signifie que toutes les décisions importantes relatives aux enfants ou à l'enfant sont prises de manière conjointe, donc ensemble. Les parents doivent prendre cette décision ensemble. Ça peut être toutes des questions qui touchent à tous les domaines qui concernent l'enfant. Ça peut être par exemple la décision d'une opération pour l'enfant, la décision par exemple d'inscrire l'enfant dans une école, par exemple, je sais pas, des cours d'arabe par exemple, ou des cours de sport, ou des cours de... Ça peut être tout et n'importe quoi en réalité. Et donc sur ces décisions qui sont des décisions importantes, les décisions doivent être prises de manière conjointe. C'est ce qu'on appelle l'autorité parentale conjointe. Et madame ou monsieur ne peut pas prendre une décision seule. Par exemple, si madame décide de partir en vacances avec l'enfant, elle doit en aviser monsieur. C'est une obligation. Lorsque les parties vivent ensemble, c'est une obligation. Déjà, ça, on n'en discute même pas. C'est la loi. Et lorsque les parties sont séparées, le juge le précise en général dans son jugement, en disant que l'autorité parentale est conjointe. Ce qui veut dire que chaque décision qui concerne l'enfant doit être prise de manière ensemble. Par exemple, souvent j'ai par exemple des messieurs qui viennent me voir en me disant madame a décidé d'inscrire l'enfant à je sais pas moi aux classes vertes ou à un sport, et puis elle m'envoie la facture, je dois payer la moitié, mais moi j'ai jamais donné mon accord moi pour que l'enfant soit inscrit à ces cours-là. Et donc c'est vrai que il faut l'accord des deux. Et lorsque le juge n'accorde pas l'autorité parentale conjointe, c'est généralement dans des cas qui sont des cas assez rares. Lorsqu'il va dire que madame a l'autorité parentale exclusive, c'est-à-dire que c'est uniquement elle
qui peut prendre les décisions concernant les enfants. Et ça, c'est le juge qui le dit, en fait. Qui le dit, exactement, dans son jugement, sur base des constatations, enfin, sur base du dossier. Alors là, le monsieur n'a rien à dire. Donc, c'est la décision du juge, il doit la respecter à la lettre. Exactement, mais généralement, c'est dans des dossiers assez lourds. Mais quelles seront alors les raisons très fortes que pousser justement le juge à prendre de telles décisions? C'est lorsque monsieur, par exemple, se désintéresse totalement des enfants. Donc il est démissionnaire. Voilà, lorsque monsieur est démissionnaire, tout à fait. Donc lorsqu'il ne donne pas signe de vie, ou lorsque monsieur, par exemple, est dans une institution, lorsqu'il est placé, ou lorsqu'il est en détention, ou lorsque monsieur a des problèmes de drogue ou autre. Donc il ne joue pas son rôle de parent. Exactement. Donc lorsqu'il n'est pas à même de pouvoir jouer son rôle de parent. Et voilà. Donc ce sont des cas qui sont des cas assez rares parce que généralement, ce qu'on dit souvent, c'est que le juge prend des décisions qui sont dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt supérieur des enfants. Et l'intérêt des enfants veut que l'autorité parentale soit conjointe. Donc ce n'est que lorsque l'intérêt de l'enfant est menacé que l'autorité parentale ne sera pas conjointe. Donc c'est sur des éléments vraiment très crédibles, etc., que le juge peut éventuellement prendre de telles décisions. Exactement. Souvent, par exemple, moi j'ai par exemple madame qui vient me voir, il pas très longtemps, une dame qui est venue me voir, elle me dit « Monsieur ne voit plus les enfants depuis 5 ans, donne plus de signes de vie, et alors je ne sais pas quoi faire ». On a introduit une procédure par laquelle on a demandé l'autorité parentale exclusive en disant que c'était justifié par le fait que monsieur est démissionnaire et c'est à ce moment-là qu'il s'est présenté seulement. Vous voyez, c'est aussi une manière de pousser monsieur à réagir. Voilà. Parce que c'est à ce moment-là qu'il reçoit la convocation en disant « Ah non, mais moi je ne veux pas qu'on m'enlève l'autorité parentale conjointe ». Mais dans la réalité, il n'exerce pas d'hébergement, il ne se manifeste pas, etc. Pour le secouer un peu, en fait. Pour le secouer, exactement. Okay. Donc, pendant la procédure justement de divorce, connaît-il des assurances, des prêts, etc., des crédits d'un couple, par exemple? Comment ça se passe? C'est une bonne question, puisque ça pose souvent un problème, parce que dès lors que le couple est marié dans le cadre de la communauté, donc qui est le principe légal lorsqu'on ne va pas, on ne conclut pas donc un contrat de mariage de séparation de biens, c'est le principe de la communauté. Et donc c'est le principe du pot commun. Lorsque monsieur, par exemple, contracte un emprunt, et même si madame n'a pas signé, l'emprunt est considéré comme étant un emprunt familial, donc un emprunt conjoint. Et donc l'autorité, enfin l'institution qui a prêté cet argent peut très bien se retourner contre madame aussi. Ça pose difficulté. Donc vous conseillez alors il faudrait alors un contrat de mariage, séparation de biens. Un contrat de mariage, un contrat de séparation de biens, effectivement. Pour protéger les deux. Pour protéger les deux, même si c'est parfois un petit peu délicat, parce que sur le plan, lorsque le couple se marie, c'est les premières... je veux dire, ils sont un petit peu sur un nuage, etc. Tout à fait. Et aller devant un notaire pour aller demander un acte, un contrat de séparation de biens, c'est un peu un tue-l'amour. Donc, mais par précaution générale, les gens qui vont, de mon expérience, qui viennent me voir, qui vont aller voir un notaire pour un contrat de séparation de biens, c'est généralement qu'ils ont eu des mauvaises expériences. Mais un jeune couple qui n'a pas encore cette expérience d'échec. C'est un petit peu... Mais est-ce qu'on peut faire ce contrat de mariage juste après le mariage? Oui, évidemment. Juste après la déclaration de mariage? Oui, exactement. Donc on peut le faire à n'importe quel moment? On peut le faire par la suite après le mariage, ça ne pose pas de difficulté, tout à fait. Ok. Une question un peu spéciale qui revient aussi souvent. Si un couple ou je ne sais pas, quelqu'un qui habite par exemple l'étranger, le Maroc, l'Algérie, etc., mais qui veut divorcer en Belgique, à savoir l'acte de mariage a été contracté dans un pays étranger. Donc comment on fait justement pour divorcer ici en Belgique? Est-ce que les juridictions belges ou les tribunaux belges prennent en charge en fait ce genre de divorce? Oui, tous les jours en fait. On a des divorces qui sont prononcés sur base de mariages qui ont été contractés à l'étranger. Donc à partir du moment où les parties résident sur le territoire belge, il y a la possibilité effectivement d'introduire une procédure de divorce, bien que le mariage ait été conclu à l'étranger.
Donc ça pose absolument pas de difficulté. À partir du moment où on introduit une procédure de divorce selon les 3 exemples que je vous ai donnés, donc divorce par consentement mutuel, séparation depuis plus qu'1 année, ou bien un fait qui rend la désunion irrémédiable, à ce moment-là, effectivement, le divorce peut être introduit. Et alors, une fois que le divorce est prononcé en Belgique, le divorce peut être transcrit à l'étranger par la procédure d'exéquatur. Donc à ce moment-là, les personnes seront divorcées en Belgique et seront divorcées également dans leur pays d'origine. Souvent, par exemple, on est confronté en tant qu'avocat à des situations où, par exemple, des personnes vont divorcer au Maroc, par exemple, et alors ils ont un acte qui n'est pas un acte de divorce contradictoire, c'est un acte de divorce de répudiation, et alors viennent pour l'inscrire au niveau des autorités belges. Et comme les autorités belges, pour les Belges en tous les cas, ne reconnaissent pas l'acte de répudiation, donc en fait ils refusent tout simplement l'enregistrement ou la reconnaissance de cet acte de mariage dans les registres de l'état civil. Et donc ça pose difficulté. J'ai été consulté également récemment par une personne qui est venue avec un document, c'est un document d'administration communale de l'officier d'état civil par lequel celui-ci indique qu'il refuse de procéder à l'enregistrement de l'acte de divorce dans la mesure où cet acte résulte de la volonté unilatérale de monsieur. Et que cette possibilité n'est pas ouverte à madame. Et donc, l'acte de divorce, donc monsieur se retrouve avec un acte de divorce qui ne s'est pas enregistré ici sur le territoire. Donc, ce qu'on a fait, c'est très simple, on a fait une nouvelle demande. Une nouvelle procédure. De divorce en Belgique. Et quel est le motif pour lequel on va demander le divorce en Belgique? Tout simplement, c'est qu'un divorce a été prononcé à l'étranger, au Maroc. Donc, on va dire, il n'y a pas de continuité possible de ce couple dans la mesure où ils sont déjà divorcés en fait. Donc du fait qu'ils sont déjà divorcés, à l'étranger certes, mais ils sont déjà divorcés, donc on va demander le divorce en Belgique sur base de ce fait-là. Et ça marche souvent? Oui, ça marche, tout à fait. Okay. Tout à fait. Oh, une question aussi qui revient souvent, qui est une question très importante, les mariages islamiques. Donc on a beaucoup de personnes qui se marient et qui font ce genre de mariage, et parfois même ils ont beaucoup d'enfants, ils fondent une famille pendant plusieurs années, mais légalement, quel est le degré disons, de la véracité ou soit de la crédibilité de ce genre de mariage? Oui, vous posez une bonne question, qui est une question qui effectivement revient assez souvent sur la question des mariages religieux. La question des mariages islamiques, on dit des mariages la Fatiha, en fait, souvent, ça pose une difficulté d'ordre de la protection juridique. Donc, en fait, lorsque madame accepte de s'engager dans le cadre d'un mariage religieux, en réalité, elle n'a aucune protection. Elle n'est pas à même de pouvoir réclamer un secours alimentaire. Elle n'est pas protégée au niveau juridique. Et donc, elle ne peut pas s'adresser à un tribunal pour demander une pension alimentaire pour monsieur, pour demander quoi que ce soit en réalité. Ce mariage n'est pas reconnu. Et tant et si bien que la loi belge, elle précise, c'est-à-dire la Constitution, qui dit que le mariage religieux ne peut précéder le mariage civil. Donc le mariage religieux doit être célébré après l'union civile, et pas avant. Donc voilà, moi je dis effectivement, le mieux c'est qu'il y ait un mariage civil et puis un mariage religieux, parce que, sauf erreur de ma part, la religion, donc l'islam n'impose pas plutôt que le mariage religieux soit avant le mariage civil. Il n'interdit pas. Donc la personne peut très bien se marier d'abord civilement et puis se marier religieusement. Donc voilà. Et ça pose effectivement des difficultés, comme je l'ai expliqué, d'ordre de la protection de la personne. Et souvent, malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a des abus. Donc des personnes qui sont mal intentionnées. Souvent, en réalité, les personnes qui tombent un petit peu dans le panneau ou dans le piège sont des personnes qui sont en situation irrégulière. Tout à fait. Donc en fait, on va dire à madame, je vais te faire les papiers, on va d'abord faire un mariage religieux et je vais te faire les papiers ensuite par un mariage. Oui. Et donc madame, parfois tombe dans le panneau parce qu'elle fait confiance en disant ok, monsieur a l'air sérieux, a l'air honnête, etc. Et puis après quelque temps,
eh ben, il laisse tomber madame. Il change de femme, il prend une autre, etc. Donc il contracte pas mal d'actes de mariage oui, de ce genre. Tout à fait, tout à fait. Donc effectivement, ce sont des situations qui sont tout de même assez inquiétantes. Mais je crois que les gens, en tous les cas, les femmes, certaines en tous les cas, ont quand même pris conscience de la problématique. J'ai encore reçu une personne à mon bureau qui m'a dit souvent, tout ce qu'on propose à chaque fois sont des mariages religieux. Et ça devient vraiment un phénomène très important, qui a une expansion vraiment très intéressante, et surtout dans les mosquées, etc. On encourage à ce genre justement de liens. C'est-à-dire dans certaines mosquées, dans la plupart des mosquées, on dit toujours qu'il faut d'abord venir avec un acte de mariage et ensuite on fait la célébration du mariage. D'abord le mariage civil et puis le mariage. Donc il y a des mosquées qui refusent justement de faire ce genre d'acte. Effectivement. Donc c'était pas le cas avant. Maintenant, je pense que c'est rentré dans la mentalité et dans les mœurs. Mais il y a ces abus-là, comme je l'ai expliqué. Et le problème, c'est ça devient un véritable fléau en réalité. Hein. Donc, et ça, c'est pour les personnes en situation irrégulière. Et souvent, on a des personnes qui ont, par exemple, eu de mauvaises expériences de vie, et alors qui disent le prochain mariage, je fais uniquement un mariage religieux. Je fais plus de mariage civil parce que j'ai pas envie de payer une pension alimentaire, j'ai pas envie d'être bloqué, et donc je fais uniquement un mariage religieux. Le problème évidemment, c'est que dans la vie comporte toute une série de risques en fait, hein, lorsque il y a des risques tout le temps dans la vie. Oui, tout à fait. Et donc effectivement, c'est pas parce qu'on a eu un échec que l'expérience suivante sera soldée par un échec également. Maître Ahmed Ladim, on arrive vraiment à la fin de l'émission, donc je vous remercie infiniment pour toutes ces informations très précieuses. Je vous remercie pour votre invitation. Et j'espère vous recevoir aussi pour d'autres thématiques qui puissent justement aider et informer les citoyens sur leurs droits et leurs devoirs. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vous remercie.